Je vais essayer un peu d'étaler ici quelques indicateurs de performance sur lesquels je travaille d'habitude pour essayer de suivre et d'évaluer la norme humanitaire fondamentale sur le projet. Pour rappel, nous avons dit que la norme humanitaire fondamentale se repose sur 9 engagements. Je serai en train de les citer et donner les exemples des indicateurs que vous pouvez également essayer de développer et des actions que vous pouvez poser pour assurer le suivi, chemin faisant et l'évaluation de cette norme et apprécier le niveau de maturité et le niveau d'intégration de cette norme sur votre projet. Sinon, parlant de la première norme ou du premier critère de qualité, c'est que ces critères veulent que la réponse humanitaire soit adaptée et appropriée. Et pour cela, donc, comme indicateur, c'est important que les personnes affectées considèrent la réponse humanitaire que nous apportons comme une réponse qui tient en compte leurs besoins, mais aussi leur culture spécifique. C'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est que l'assistance fournie correspond aux vulnérabilités et aux besoins évalués. Le troisième indicateur, c'est que l'intervention tient en compte les capacités. Quand je parle de capacités, ce sont des compétences, ce sont le savoir des personnes au fait en besoin. Et il y a des réflexions que nous pouvons faire autour de tous ces aspects-là pour pouvoir contrôler les actions clés. C'est très très important de se demander si une évaluation des besoins complète a-t-elle été réalisée et utilisée pour la planification de la réponse humanitaire. C'est important également de se poser la question, est-ce que a-t-on utilisé les différentes sources d'informations, y compris les personnes, les communautés affectées, mais aussi les institutions locales et toutes les autres parties prenantes qui sont dans la zone. C'est important de collecter les informations auprès d'eux. Et en parlant des informations, c'est-à-dire, il faut se demander si l'évaluation des besoins a aussi fait allusion au risque, a également fait allusion aux capacités, aux vulnérabilités, mais aussi au contexte local. C'est important que toutes ces questions soient interrogées et répondues. Il y a aussi la question de savoir si les données ici des évaluations sont désagrégées par genre, par âge, par capacité. C'est très important que cela soit désagrégé. Nous nous posons également la question de savoir comment a-t-on identifié les groupes vulnérables dans la communauté dont nous avons évalué. Est-ce que la réponse humanitaire inclut-elle les différentes formes d'assistance ou la protection en fonction des besoins de différents groupes? Quelles sont les actions qui ont été menées ou mises en œuvre pour adapter la stratégie d'intervention au changement des besoins, des capacités, des risques, du contexte? C'est important de prendre en compte toutes ces actions-là clés pour pouvoir contrôler si vraiment cette norme de la réponse adaptée et appropriée est respectée sur les projets. Le second critère est que la réponse soit efficace et fournie à temps. Et pour y arriver, il y a 3 indicateurs. Le premier, c'est que la communauté et les personnes affectées par les crises et notamment les groupes les plus vulnérables considèrent que l'assistance et la protection qu'elles reçoivent est adaptée mais aussi arrive au bon moment. Le deuxième indicateur, c'est que les communautés et les personnes affectées par les crises considèrent que la réponse humanitaire répond vraiment à leurs besoins. Le troisième, c'est que les rapports de suivi et évaluation indiquent que l'intervention humanitaire que nous allons apporter a rempli ses objectifs en termes de délai, de la qualité, mais aussi de la quantité. Ces 3 indicateurs sont accompagnés par une palette de critères et ces réflexions de contrôle qui accompagnent ces 3 indicateurs sont entre autres le risque et les contraintes. Est-ce qu'ils sont régulièrement identifiés, analysés et qu'il y a des plans adaptés en conséquence derrière ces évaluations des risques? Le deuxième, c'est la planification conçue en fonction du moment propice des activités, mais aussi que cette planification tienne en compte des facteurs climatiques, la saison, tous les aspects liés au conflit. La troisième réflexion, c'est
une question de savoir est-ce que le retard dans la mise en œuvre dans le plan des activités sont-ils suivis et bien gérés. Aussi, à part les retards, est-ce que a-t-on fait recours à des systèmes d'alerte précoce ou à une planification basée sur des scénarios le plus probables. L'autre question est que est-ce que l'intervention applique les normes techniques reconnues internationalement. L'autre question de réflexion qu'on va étaler ici, c'est les besoins auxquels on ne peut pas répondre. Est-ce que ces besoins sont identifiés et traités également? Parce que le projet certainement ne répond pas à tout, mais au moins est-ce que nous avons identifié les besoins auxquels nous ne pouvons pas répondre? Et au-delà d'être identifiés, est-ce qu'il y a des mesures que nous avons posées pour que ces questions-là soient traitées? Et enfin, nous allons également jeter des réflexions autour du suivi des programmes. C'est important que le système de suivi du programme soit déployé et que les résultats du suivi sont utilisés pour adapter l'intervention. Voilà, c'est toutes ces réflexions-là qui nous permettent de contrôler la réponse efficace et fournie à temps. Et parlant du troisième critère de qualité, c'est la réponse humanitaire renforce les capacités locales et évite les effets négatifs. Nous avons aussi 3 indicateurs pour suivre cela. Et le premier, c'est que les communautés et les personnes affectées par les crises se considèrent comme mieux préparées pour résister à des futurs chocs et des crises grâce à l'assistance humanitaire que nous avons apportée. Les autorités locales et les dirigeants, les organisations en charge d'offrir la réponse aux crises considèrent que leurs capacités se sont développées. Mais le dernier indicateur, que les communautés et les personnes affectées par la crise, y compris les personnes les plus vulnérables, n'identifient pas les effets négatifs qui découlent de l'intervention humanitaire. Ainsi, pour contrôler la qualité, nous allons nous focaliser sur les questions de savoir si les capacités locales sont soutenues de manière résiliente. Quand je parle des capacités locales, c'est-à-dire les structures, les leaders, les réseaux de soutien, est-ce qu'ils sont soutenus et est-ce qu'ils ont été identifiés, ils existent dans le plan de renforcement des capacités. Et à part ça, nous allons également nous focaliser sur la question des informations existantes sur les risques, les dangers, tout ce qui concerne la vulnérabilité, les plans associés, est-ce que sont-elles utilisées pour la programmation des activités. Nous avons également la stratégie des actions destinées à limiter les risques. Est-ce que ça a été développé pour soutenir cette résilience? Est-ce que les communautés affectées sont vraiment impliquées dans la gestion de ces plans de gestion des risques? Nous avons également de quelle manière les leaders locaux, les autorités au niveau local sont consultés afin de s'assurer que la stratégie d'intervention correspond aux besoins prioritaires et locaux et nationaux. Nous nous posons également la question de savoir est-ce que donne-t-on à tous les groupes au sein de la population affectée, et notamment les personnes marginalisées, une possibilité équitable de faire valoir leur avis. Il y a également la question et la réponse est-elle conçue pour faciliter un relèvement rapide de la société? Et l'avant-dernière question, c'est le personnel utilise-t-il les normes techniques reconnues internationalement? Et enfin, une stratégie claire de transition ou de désengagement a-t-il été défini après la consolidation auprès des personnes affectées et d'autres parties prenantes? Pour ce qui concerne la norme 4, la réponse humanitaire est fondée sur la communication, la participation et les retours d'informations. Nous pouvons également appliquer 3 critères pour le suivi de cette norme. Le premier, c'est que les communautés affectées par la crise, y compris les populations les plus vulnérables, connaissent leurs droits et leurs prérogatives. Les communautés et les personnes affectées par la crise considèrent qu'elles ont accès à des informations pertinentes et que ces informations sont claires et viennent au moment voulu. Aussi, les personnes affectées par les crises sont satisfaites
de la possibilité qui leur est donnée d'influencer la nature de la réponse humanitaire. Les réflexions pour contrôler ces actions, nous allons nous poser quelques questions également, entre autres les informations relatives à l'organisation et à l'intervention. Est-ce que ces informations sont fournies de manière accessible et adéquate aux différents groupes affectés? Est-ce que les femmes, les hommes, les filles, les garçons, notamment les plus marginalisés, peuvent accéder à des informations fournies et les comprendre? Est-ce que nous demandons leur avis par rapport à une crise? Est-ce que ces avis-là que nous collectons auprès de ces communautés sont utilisés pour orienter la prise de décisions? Également, tous les groupes de la communauté affectée, est-ce qu'ils connaissent de quelle manière ils peuvent donner leurs avis sur l'intervention et est-ce qu'ils se sentent en sécurité lorsqu'ils utilisent ces moyens pour donner leurs avis? Et enfin, est-ce que les données récoltées sur le mécanisme de retour d'information sont réparties par âge, par genre, mais aussi par d'autres catégories pertinentes? Pour ce qui concerne le 5e critère de qualité, c'est les plaintes sont gérées et traitées. Nous allons appliquer 3 indicateurs. Le premier, c'est celui des communautés et des personnes affectées par les crises, y compris les groupes les plus vulnérables et marginalisés, sont conscients de l'existence des mécanismes de gestion de retour d'information. Est-ce que ces communautés et ces personnes affectées considèrent ces mécanismes de retour d'information accessibles, efficaces, confidentiels et sûrs? Et troisièmement, nous pouvons également utiliser l'indicateur de plaintes font l'objet de l'investigation, ils sont traités et que les résultats sont communiqués avec le plaignant dans les délais prévus. Ces 3 indicateurs peuvent nous aider à comprendre si vraiment la norme liée aux plaintes bien accueillies est traitée et respectée sur le projet. Et pour monitorer cela, c'est important de faire une réflexion pour contrôler les actions telles que la consultation dans le meilleur délai et de manière active de ces mécanismes de retour d'information. Nous avons également la prise en compte des groupes démographiques selon leurs préférences, notamment relativement à la sécurité et la confidentialité lors de l'établissement de retour d'information. Aussi, le fait de fournir les informations sur la manière dont fonctionne le mécanisme de retour d'information, les types de retours que nous traitons ou que nous attendons de ces communautés affectées via le mécanisme qu'on a mis en place. Est-ce que ces informations sont partagées avec tout le monde? Est-ce qu'il y a des délais prévus à respecter pour mener et inclure les enquêtes sur les plaintes, les retours d'informations récits? Les périodes entre dépôt des retours et leurs conclusions, est-ce qu'ils sont bien consignés? Et enfin, c'est la réflexion relative aux plaintes sur les exploitations et les abus sexuels. Est-ce qu'ils font immédiatement objet d'une enquête par le personnel qualifié et qui dispose les niveaux d'autorité requis? Le 6e critère, c'est lié à la réponse coordonnée et complémentaire. Pour ça aussi, nous pouvons déployer 3 indicateurs. L'indicateur de savoir si les personnes affectées par la crise ne constatent pas de lacunes dans la duplication des réponses humanitaires dans la zone. Le 2e critère, c'est est-ce que les organisations impliquées partagent les informations pertinentes via les coordinations formelles et informelles. Et le dernier indicateur, c'est les organisations coordonnent les évaluations des besoins, la programmation et l'aide humanitaire et le suivi de la mise en œuvre. Pour y arriver, les questions de réflexion et le contrôle des actions nous amènent à nous poser des questions sur les informations, sur les compétences, les ressources, les domaines, ainsi que les secteurs d'activité de l'organisation. Est-ce qu'ils sont partagés au bon moment avec tous les autres intervenants? La question de l'organisation, est-ce que l'organisation se renseigne sur les compétences, les ressources, les domaines, mais aussi les secteurs d'activité d'autres organisations qui sont dans la zone, y compris les autorités locales et nationales, et aussi ce sont des acteurs qui ont des projets dans la zone et c'est important de s'informer sur ce qu'ils font. Nous avons également le structure de la coordination existante. Est-ce que ces structures-là sont identifiées et sont soutenues par les organisations?
Et l'avant-dernière question de réflexion, c'est la programmation ou le programme des autres organisations et des autorités. Est-ce qu'ils ont été pris en compte dans la conception, la planification et la mise en place des programmes? Le critère numéro 7 qui veut que les acteurs humanitaires apprennent et s'améliorent de manière continue. Nous pouvons utiliser l'indicateur tel que les communautés et les personnes affectées par les crises constatent que nous, en tant qu'organisation et ainsi que l'assistance que nous apportons s'améliore. Le deuxième, c'est est-ce que des améliorations sont apportées aux missions d'assistance sur la base des leçons qui sont tirées de l'intervention en cours. Et enfin, c'est l'indicateur si les programmes d'assistance et de protection reflètent vraiment des enseignements tirés d'autres interventions pertinentes. Et les réflexions que nous pouvons faire autour pour contrôler les actions clés, c'est entre autres des évaluations et des études effectuées en rapport aux réponses lors des crises. Est-ce que les résultats sont consultés et intégrés de manière appropriée dans la conception de nos programmes? Il y a également le processus de suivi et évaluation des retours d'informations. Est-ce qu'il débouche vraiment sur des changements, des innovations dans la conception et la mise en œuvre de nos programmes? Nous pouvons également jeter des bases de réflexion sur les enseignements. Est-ce qu'ils sont systématiquement documentés sur nos projets? Et enfin, si le programme a mis en œuvre a des systèmes utilisés pour partager les enseignements tirés, ils ont des canaux qu'ils utilisent pour partager les leçons apprises, les bonnes pratiques, mais aussi les challenges rencontrés avec les parties prenantes concernées, notamment également les personnes affectées et les partenaires. Le critère 9, c'est que le personnel soit soutenu pour réaliser leur travail efficacement et sont bien traités. Et pour y arriver, nous pouvons également utiliser 3 indicateurs. Les premiers, c'est le personnel masculin et féminin, donc que les hommes et les femmes aussi se sentent soutenus par l'organisation dans l'accomplissement de leur travail. Le personnel atteint ses objectifs de performance de manière satisfaisante, que les communautés et les personnes affectées par les crises estiment que le personnel est efficace, et cela c'est par des évaluations, et l'efficacité tourne autour des connaissances, des compétences, des comportements et d'attitudes du personnel. Et pour y arriver aussi, il y a des réflexions que nous pouvons jeter, entre autres le mandat et les valeurs de l'organisation, est-ce qu'ils sont communiqués avec tous les nouveaux personnels qui arrivent dans l'organisation. La performance du personnel, est-ce que des contre-performances sont traitées, des bonnes performances reconnues au sein des équipes. Il y a également, si le personnel signe des codes de bonne conduite, des documents similaires, toutes les politiques internes liées aux exploitations et abus sexuels, à la protection de l'enfant, les politiques liées à l'harcèlement. Il y a une palette de politiques. Est-ce que les staffs comprennent bien ces politiques et signent? L'organisation accepte-t-elle des plaintes concernant son personnel ou celui de ses partenaires? De quelle manière sont-elles gérées? Ce sont des aspects importants. Le personnel est au courant du soutien existant dans le développement des compétences, mais aussi requis dans l'exercice de ses fonctions. Si oui, quels sont les appuis qu'on apporte au personnel? Si les évaluations de performance sont bien menées, bien pilotées, et que ces évaluations de performance permettent au personnel de grandir. C'est important de bien réaliser son plan de carrière et renforcer ses compétences, ses connaissances, améliorer son comportement et ses attitudes envers les personnes affectées. Les ressources sont gérées et utilisées de façon responsable et pour l'usage prévu. Et pour y arriver, nous pouvons déployer 4 indicateurs clés, entre autres les communautés affectées et les personnes affectées par la crise sont informées sur le budget, les dépenses et les résultats qui les concernent. Nous pouvons également utiliser l'indicateur lié à la considération des ressources disponibles par les personnes affectées. Est-ce qu'eux ils considèrent que ces ressources sont gérées de manière efficiente? Est-ce qu'il n'y a pas de gaspillage dans les dépenses du projet
Est-ce qu'il n'y a pas des diversions qui sont observées? Et le dernier critère, c'est que les ressources reçues pour l'intervention sont utilisées et suivies conformément au plan et aux objectifs du projet, ainsi que dans les délais fixés. Et enfin, c'est l'intervention humanitaire et mise en œuvre de manière efficiente. Et les réflexions sont jetées également pour le contrôle de ces actions. Est-ce que les dépenses qui sont engagées par les personnels font objet d'un suivi régulier, des rapports qui sont partagés avec les responsables de programme, les achats que nous faisons des services, des marchandises, est-ce qu'ils font vraiment objet d'un processus d'appel d'offres compétitif? Il y a également la question d'effectuer le suivi de l'impact potentiel sur l'environnement. Et enfin, si l'efficience et l'impact social font-elles l'objet d'un suivi durant la mise en œuvre du projet.